Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu moins cool que d'habitude, et on va parler des points négatifs du renforcement positif, et notamment du fait que, en fait, le renforcement positif peut être coercitif, et que même, il peut l'être très souvent dans nos pratiques, sans qu'on en ait vraiment conscience. Et oui, c'est fort possible que toi aussi, dans ta pratique du renforcement positif, tu aies une pratique qui soit coercitive, par moment ou tout le temps. Et je sais que c'est pas forcément facile à penser et à accepter quand je dis ça, parce que un des grands moteurs qui nous amène au renforcement positif, c'est justement cette volonté de plus écouter nos chevaux, de leur donner plus d'autonomie, de trouver une approche qui est plus éthique et plus respectueuse du cheval. Et ça marche, et on voit souvent, le renforcement positif a vraiment cette capacité de nous amener à avoir des chevaux qui sont plus motivés et qui sont plus force de proposition. Et pourtant, le fait de travailler en renforcement positif, ça n'implique pas forcément que ton cheval ait plus d'autonomie. Ça n'implique pas forcément qu'il est plus libre d'exprimer ses non, que son consentement est plus respecté. Il n'y a pas une corrélation automatique entre renforcement positif et autonomie, et respect du consentement du cheval. Et c'est vraiment pas juste une question de j'utilise la récompense alimentaire, et la récompense alimentaire amène une contrainte parce que le cheval fait pour la récompense. C'est pas du tout le sujet dont je veux parler aujourd'hui. Même si on pourrait discuter là-dessus, mais clairement, il y a plein de choses à mettre en place pour éviter cette difficulté-là. Mais en fait, le truc, donc le renforcement positif, la pratique qu'on en a aujourd'hui avec les chevaux, ça repose principalement sur l'analyse appliquée du comportement, ce qu'on appelle Applied Behavior Analysis en anglais, donc ABA. Et en fait, si tu commences à chercher un peu sur ABA, tu verras que c'est une approche qui a été utilisée pour accompagner les enfants autistes, pour leur permettre de fonctionner dans le monde qui les entoure. Et aujourd'hui, beaucoup de ces enfants devenus adultes critiquent cette approche, en disant que, ok, ça leur a appris à faire des choses, mais ça leur a appris à faire des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à leur fonctionnement personnel. Et du coup, que leur vécu émotionnel lié à cet apprentissage était négatif. Donc peut-être qu'ils ont appris des comportements, mais eux, en tant qu'individus, n'ont pas été pris en compte. Pourquoi je trouve cette information intéressante ? Moi, ça m'a pas mal questionné, en fait, quand j'ai découvert ça, parce que d'un côté, je me dis, j'ai appris le renforcement positif dans cette logique de cette approche comportementale, où on décompose, on a un antécédent, un comportement, un renforcement, la conséquence, et on enchaîne, et on construit de manière progressive un apprentissage. Et là, on a des gens qui disent, ouais, mais ça, on l'a appliqué sur nous, et on a détesté ça. Donc, comment je fais quand je me dis, je travaille mes animaux comme ça ? Est-ce que c'est juste de l'utiliser, quoi. C'est vraiment le questionnement auquel ça m'a amené. Et en fait, ce que j'ai compris et comment moi aujourd'hui je comprends les choses, donc c'est vraiment mon ressenti personnel, c'est que dans cette approche comportementale, notre objectif, c'est d'enseigner à l'individu un comportement qu'on considère nous-mêmes comme le bon comportement à avoir dans la situation donnée. Et ce qui se passe, c'est que nous, on peut se dire c'est le bon comportement, mais que ce comportement en soi, pour l'individu, il peut aussi être inconfortable. Il peut être un comportement qu'il n'avait pas envie de faire, ou qu'il ne se sent pas à l'aise de faire. Donc l'individu va apprendre ce comportement, mais en même temps, il va pas forcément être bien émotionnellement quand il fait ce comportement. On lui apprend juste un mode de fonctionnement comportemental, mais pas nécessairement en prenant en compte ses émotions. Et dans le cadre du lien au cheval et du travail du cheval, il y a vraiment cette idée de comment on définit un bon comportement, comment on définit un mauvais comportement. C'est notre vision humaine qui nous fait définir qu'est-ce qui est un bon et qu'est-ce qui est un mauvais comportement. Et ce qui veut dire qu'un comportement que nous, on va juger comme le bon comportement, le comportement que le cheval devoir avoir, ce comportement-là, le cheval, lui, il va pas forcément le ressentir comme le bon comportement. Ce comportement, il peut être inconfortable, il peut être vécu négativement par le cheval. Et donc, il y a vraiment ce point important de se dire ok, moi je juge ça comme étant le bon comportement, mais est-ce que c'est vraiment pour mon cheval un bon comportement, c'est-à-dire qu'il lui apporte aussi du positif. Et ça c'est vachement important dans le sens où notre définition des bons comportements, elle est vachement influencée par une culture du contrôle,
par une culture d'un fonctionnement où on doit faire les choses comme ça. Et c'est quelque chose, voilà, je parle de culture parce que c'est vraiment important, c'est que c'est quelque chose qui est inconscient en fond sur comment on doit interagir avec les chevaux et comment les chevaux doivent interagir avec nous. C'est ce qu'on cache derrière les mots comme le mot de respect ou comme les notions de contrôle des pieds. Voilà, derrière ça, il y a vraiment le fait que le cheval doit avoir un comportement donné et que ce comportement donné, il doit mettre l'humain en sécurité, il doit jamais mettre l'humain en danger. Et concrètement, on a tendance à faire ça en posant des contraintes au cheval et en fixant des bons comportements qui sont vraiment selon notre point de vue à nous. Et en fait, on a tendance à avoir du mal à faire confiance à nos chevaux. Il y a cette idée que je dois contrôler les comportements de mon cheval pour être en sécurité, plutôt que de lui permettre d'apprendre comment se comporter pour qu'il assure ma sécurité et sa sécurité. Pour faire confiance au cheval, on lui impose des règles, on lui impose des contraintes et on lui impose des choses à ne pas faire. Et donc finalement, c'est vraiment, c'est notre notion humaine des bons comportements pour le cheval, qui passe par quand même une certaine dynamique de contrôle, de prise de contrôle de ce que fait le cheval. Et quand on passe en renforcement positif, des fois, on garde cette même culture, ces mêmes attentes de « mon cheval doit faire ceci ou cela, et mon cheval doit me respecter ». Et donc, quand on garde cette vision très humaine de contrôle du cheval, ces attentes, en fait, qu'on a, cette forme de jugement de qu'est-ce qui est bien que mon cheval fasse, avec toujours derrière cette idée, je dois lui imposer de faire ci ou ça et de se comporter comme ci ou comme ça pour moi me sentir en sécurité. Et si on passe en renforcement positif, mais en ayant toujours ce fond de besoin d'imposer au cheval les bons comportements, on reste dans cette dynamique de contrôle. On reste dans ce côté coercitif de l'apprentissage où je dis à mon cheval quoi faire. Et oui, ça peut se faire concrètement en R+. Comment on impose au cheval de faire des choses, même s'il en a pas envie, en renforcement positif? En fait, c'est le gros risque pour moi d'un travail en shaping, donc modelage, et en apprentissage sans erreur. Et oui, je sais que ces notions-là sont au cœur d'un travail en renforcement positif. Mais justement, c'est important de souligner qu'il y a des risques dans ces pratiques. Et l'apprentissage sans erreur, on est vraiment sur une notion où on sait que ça permet au cheval d'apprendre mieux, ou ça limite la frustration. Donc sur une logique qui, en soi, dans un apprentissage, est efficace, qui marche et qui est une bonne chose. Mais, rien que ce terme apprentissage sans erreur, je crois qu'il en dit beaucoup. On parle d'apprentissage sans erreur, ça veut dire que l'animal peut faire des erreurs. Et comment on définit une erreur ? C'est l'humain qui définit qu'est-ce qu'une erreur et qu'est-ce qu'une réussite. C'est nous, en tant qu'humains, qui décidons quels sont les bons comportements du cheval. Donc encore une fois, est-ce que je laisse la place à mon cheval pour me dire ce qu'il en pense lui, quand je pense quand même qu'il y a une bonne réponse et des mauvaises réponses? Où est l'espace, où est la valeur de son nom et de ses choix à lui, quand je décide que ça c'est bien? Et du coup, cet apprentissage de la réussite et du bon comportement tel qu'il est vu par l'humain se fait donc en shaping, donc qui se dit modelage en français, c'est-à-dire en micro-étapes, où on va décomposer le comportement pour l'apprendre étape par étape au cheval et amener une avancée progressive. Et quand le cheval, dans ces contextes-là, nous fait comprendre qu'il n'y arrive pas, que ça ne va pas, que ça ne lui convient pas, l'idée, c'est de diminuer nos attentes. L'idée principale, c'est juste que là, je lui ai demandé quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire. Donc, je diminue mes attentes, je lui redemande plus facile, et on va reprogresser de là. Et quand on fait ça, on garde le même objectif final. Donc même si le cheval nous a dit non, est-ce qu'on a pris en compte complètement son non? Dans le sens où nous, on est resté focalisé sur le même objectif. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un consentement possible quand il n'y a qu'une seule solution qui sera acceptée? La solution qui n'est pas une erreur. Donc voilà, je trouve vraiment c'est un peu le risque de ce travail en renforcement positif, c'est d'être dans cette lignée de on va sur cet objectif, où on a peut-être un peu tendance à mettre des œillères parce qu'on sait où on va dans un apprentissage par étape, qui est bien décomposé, qui est bien construit, qui marche, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais finalement, on peut perdre la place pour autre chose. On peut perdre la place, justement, pour les noms de notre cheval. Pour cet espace de choix où il va pouvoir exprimer ce que lui veut vraiment et nous dire
que cet exercice-là, cette demande-là, il ne veut pas la faire, et il veut pas le faire même si tu décomposes les étapes. Et vraiment, je dis pas que l'apprentissage sans erreur ou que le renforcement positif, c'est mal. Au contraire, c'est quand même une approche géniale qui peut nous apporter beaucoup de choses, qui nous amène à être plus à l'écoute de nos chevaux, qui nous permet vraiment d'être attentifs à ces signaux, à ce qu'il a à nous dire. Mais il y a ce risque qu'on soit tellement concentré sur notre objectif, sur comment on va l'atteindre, qu'on en oublie que si on reste sur un seul objectif, on n'a plus d'espace pour autre chose. Et du coup, ce que je voulais vraiment souligner ici, c'est l'importance de se questionner sur l'espace de choix qu'on laisse à notre cheval. De se questionner sur comment nos attentes notamment inconscientes, peuvent être dans une dynamique de contrôle du cheval, et comment on peut réfléchir à changer ça, et à lui mettre plus d'espace pour exprimer ses choix. Et vraiment, c'est important de se dire, quand il n'y a qu'une seule issue possible, qu'il n'y a qu'un seul bon comportement, qu'il y a des erreurs et une réussite, le consentement est impossible. Puisque le non du cheval tombe dans les mauvais comportements, dans la façon dont on les perçoit, et tombe dans les erreurs. Du coup, il y a vraiment s'interroger sur notre jugement, sur les comportements du cheval, et je trouve ça vraiment intéressant d'aller creuser sur ces choses qui nous paraissent des évidences, parce qu'elles sont influencées sur notre culture de qu'est-ce que doit faire le cheval, qu'est-ce que doit être un bon cheval. Donc je t'invite vraiment à mener ce questionnement avec ton cheval. De ne pas t'arrêter juste à dire « Ok, je travaille en renforcement positif, je maîtrise le sujet, je sais comment ça fonctionne », et te dire « Ouais, mais est-ce que ma façon de travailler, dans cette façon de travailler, je laisse de la place à mon cheval pour m'exprimer son consentement et ses refus ?» Et ça, c'est ce qu'on travaille ensemble dans le programme CAP sur le consentement. C'est vraiment te permettre de mener ce questionnement pour te dire « Ouais, mais pour mon cheval et moi, qu'est-ce qui est l'espace de choix qu'on va construire ensemble ?» Donc, je t'invite à aller rejoindre le programme CAP sur le consentement, dont le lien est dans la description de l'épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!